Mon fils de 14 ans a mis KO la nouvelle femme de son père le jour du mariage. Et oui, j'en suis fière. C'est mon supérieur qui m'a passé le coup de fil. Votre fils a commis une agression grave au mariage de son père. Vous devez rentrer tout de suite. J'étais alors sur une base en Allemagne. Ça faisait 8 mois que je n'avais pas vu mes garçons. Et voilà qu'on m'annonce que mon ado, qui avait arrêté la lutte parce qu'il ne supportait pas l'idée de blesser qui que ce soit, était accusé d'avoir frappé violemment une femme devant l'hôtel. Après 18 heures d'un voyage en urgence, je me suis précipitée chez mon ex-mari, là où se trouvait mon fils. Il y avait encore des traces de sang séché sur l'allée, celui de la mariée. J'ai sonné. Conrad, mon ex, m'a ouvert, le visage tordu par la colère. « On va porter plainte. Je ne prends parti pour personne tant que je n'ai pas entendu les deux versions. » ai-je lâché en entrant. Le salon ressemblait à une salle d'audience. Les parents de Conrad assis, son frère Potter campé près de la cheminée, sa sœur Fen tassée dans un coin, les parents de la mariée plantés comme des cerbères. Et au centre, Lorraine la mariée, plâtre sur le nez, 2 cocards bien voyants, le visage recouvert de pansements, sanglotant en se tamponnant les yeux. Et puis, au milieu de tout ça, mon fils de 14 ans, celui qui refusait d'écraser un insecte parce qu'il disait qu'il aurait pu naître fourmi, celui qui passait des heures à apprendre l'origami à son petit demi-frère. Il était assis droit, menton levé, les yeux dans les miens, pas l'ombre d'un remords, même une pointe de fierté dans le regard. « Ton fils a détruit notre famille », a lancé Conrad en ravalant sa rage. « Regarde ce qu'il a fait à son visage. » Lorraine éclatait de plus belle. « C'est un monstre. Il sera jugé comme un adulte, non ?» Le grand-père secouait la tête. Dégoûté. J'ai détaillé mon fils, ses jointures gonflées et marquées. Il ne semblait y avoir aucune excuse. Pourtant, je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Il a balayé la pièce du regard, a pris une grande inspiration, puis a dit d'une voix posée « Vous voulez la vérité ? Elle m'a agressé sexuellement pendant 6 mois. Voilà pourquoi j'ai fait ça. » Le temps s'est arrêté, puis la pièce a explosé. « Menteur! Quelle horreur! Comment tu oses ?» J'ai vu le visage de Lorraine se décomposer un instant avant qu'elle ne reparte dans les larmes. Il invente tout. J'ai toujours été gentille avec lui. Sa mère a voulu foncer sur mon fils en le montrant du doigt. Espèce de... Mais son père l'a retenu, le visage livide, l'air de savoir exactement de quoi il était question. Mon fils, en plein tumulte, a sorti son téléphone pour faire défiler des photos cachées. Elle disait que les garçons de 14 ans en avaient toujours envie, qu'il fallait que je sois reconnaissant. J'ai vu les images par-dessus son épaule. J'ai eu la nausée. Conrad fixait l'écran, les mains tremblantes. Ça aurait pu être n'importe qui, mais sa voix sonnait faux, comme s'il récitait une excuse à laquelle il ne croyait pas lui-même. Lorraine a tenté d'arracher le téléphone. C'est sorti de son contexte, je faisais juste. Elle s'est interrompue, comprenant qu'elle venait d'avouer. Mon fils s'est levé, la voix étranglée par la colère. « Papa, je t'en ai parlé il y a 3 mois. Tu as dit qu'elle était juste affectueuse. » Conrad s'est mis à bafouiller. Je ne savais pas. Je croyais. Grand-père, tu as rigolé. Tu as dit, petit vénard, j'aurais aimé avoir ce souci à 14 ans. Le grand-père est devenu blême, a regardé Lorraine, puis son petit-fils, et quelque chose s'est brisé dans son regard. Tante Fen, tu m'as dit d'arrêter de dramatiser. Fen reculait vers la porte, les larmes aux joues. Mon Dieu, je croyais juste que oncle Potter, tu as dit que je devrais être content. Potter, la tête dans les mains, Seigneur, je plaisantais. Je savais pas. Mamie, tu as dit qu'un garçon ne pouvait pas être violé par une femme. Elle s'est effondrée sur le canapé, chapelet serré dans les mains, marmonnant des prières. Chacun d'entre vous m'a demandé de me taire. Les parents de Lorraine se disputaient à voix basse. Son père a soufflé. Pas encore, Patricia. Tu avais dit qu'elle allait mieux. Le mot « encore » est resté suspendu dans l'air. Mais ce n'est même pas pour ça que je l'ai frappé, a coupé mon fils. Tout le monde s'est figé. Comment ça, c'est pas pour ça? Ai-je demandé. La semaine dernière, je l'ai surprise en train de sortir de la chambre de Tommy à 2 heures du matin. Il a 9 ans. Mon sang s'est glacé. Tommy, c'était le plus jeune fils de mon ex-mari. Le masque de Lorraine s'est fissuré. Ce sale gamin m'a dragué. Conrad l'a agrippé par les épaules. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pour la première fois, la peur a traversé son visage. Mon fils pleurait, des sanglots qui vous retournent les tripes. Le matin du mariage, je t'ai supplié. Tu as dit « pas aujourd'hui ». J'ai compris qu'aucun mot n'arrêterait Lorraine, alors je l'ai stoppé comme j'ai pu. Il a séché ses larmes, est monté à l'étage puis est redescendu avec Tommy, qui s'est blotti dans ses bras. « Tommy, est-ce que Lorraine t'a touché ?» Le petit a hoché la tête, puis il a baissé son short de pyjama, dévoilant des bleus à l'intérieur des cuisses. La mère de Lorraine a hurlé sur sa fille. « Tu avais promis, tu allais en thérapie, tu avais juré que ça n'arriverait plus. » Lorraine est restée là, toute façade envolée, le visage déformé de rage et de honte. Et là, mon fils a repris la parole. On est des enfants, et chaque adulte ici a préféré la croire, elle, plutôt que nous. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tout de suite les secours. La famille de Lorraine me suppliait de discuter, promettait de retirer la plainte,
mais je n'écoutais plus rien. C'est à ce moment-là que Lorraine s'est enfermée dans la salle de bain. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle y a fait, et franchement, je m'en fichais. 10 minutes plus tard, elle est ressortie pile quand la police arrivait. Ils l'ont embarquée. J'ai pris mes fils, Tommy et l'aîné, et je me suis réfugiée chez ma meilleure amie. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Le ton du détective était grave. Il faut venir au commissariat tout de suite. J'y suis allée le cœur au bord des lèvres. On m'a amenée directement dans une salle d'interrogatoire. Là, j'ai compris que ce que Lorraine avait trafiqué sur son téléphone en douce me mettait dans une situation bien compliquée et que certains savent toujours se ménager une porte de sortie. Le détective m'a fait traverser un couloir qui sentait le café froid et le produit d'entretien, puis il a ouvert une petite pièce où il n'y avait qu'une table en métal et 2 chaises en plastique. Il a fait glisser une chemise cartonnée devant moi et m'a demandé d'y jeter un œil. J'avais les mains qui tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, j'ai découvert des captures d'écran de conversation entre Lorraine et moi, censées prouver que je lui aurais donné carte blanche pour gérer mon fils, comme elle l'entendait pendant mon absence. Un message affirmait que je lui faisais entièrement confiance pour la discipline. Un autre prétendait que j'estimais les adolescents avoir besoin de règles strictes et que je comptais sur elle pour s'en charger. Je fixais ces messages que je n'avais jamais écrits, incapable d'y croire. Pourtant, les dates remontaient à 3 mois plus tôt, au moment précis où mon fils avait parlé à Conrad pour la première fois. Le détective s'est assis face à moi, scrutant ma réaction. Il m'a expliqué qu'ils avaient retrouvé ces messages en fouillant le téléphone de Lorraine après son arrestation, puis il m'a demandé sans détour si je l'avais autorisé à recourir à la violence physique envers mon fils. Ensuite, il a voulu savoir si je lui avais permis d'avoir des relations sexuelles avec lui, sous prétexte d'éducation ou de punition. J'ai immédiatement nié, affirmant que c'était hors de question et que je n'avais jamais envoyé ces messages. J'ai exigé qu'on vérifie mes relevés téléphoniques pour le prouver. Il m'a alors annoncé qu'il devait conserver mon téléphone pour comparer et analyser les données. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus seulement entendue comme témoin, mais que je devenais un suspect potentiel, voire un complice. On m'a conduit dans une autre pièce où un technicien a pris des photos de mes mains sous toutes les coutures, puis a pris mes empreintes en ancrant chaque doigt. Il m'a expliqué qu'il fallait écarter la possibilité que j'ai collaboré avec Lorraine. Le mot complice m'a glacé le sang. Lorraine essaie de m'entraîner dans sa chute en faisant croire que j'étais au courant et que j'approuvais ses agissements. Pendant 3 heures, ils m'ont passé au crible, question après question sur ma relation avec Lorraine. Quand l'avez-vous rencontrée? À quelle fréquence échangez-vous? De quoi parliez-vous? Étiez-vous au courant de la façon dont elle se comportait avec votre fils? Ils voulaient tout savoir dans les moindres détails. Avez-vous déjà abordé des questions d'éducation avec elle? Avez-vous remarqué un quelconque changement dans le comportement de votre fils? Pourquoi n'êtes-vous pas rentré plus tôt si vous soupçonniez quelque chose d'anormal? Chaque question me semblait être un piège. Finalement, ils m'ont laissé repartir, mais sans mon téléphone, et m'ont ordonné de ne pas quitter la ville. Je suis sortie du commissariat avec la sensation que les murs se refermaient sur moi. J'ai foncé directement au cabinet d'avocat Casey Maple Grove, recommandé par un ami. Dès qu'elle m'a vue, Casey a libéré son agenda. Elle m'a fait asseoir dans son bureau et m'a demandé de tout reprendre à zéro. Je lui ai raconté le mariage, ce que mon fils avait confié, et maintenant ces faux messages. Pendant que je parlais, elle tapait frénétiquement sur son ordinateur et a aussitôt envoyé des requêtes de préservation à tous les grands opérateurs et réseaux sociaux. Elle m'a expliqué que Lorraine avait probablement utilisé une appli de spoofing ou manipulé des captures d'écran pendant les 10 minutes qu'elle avait passées aux toilettes. Il nous faut absolument obtenir les vrais relevés téléphoniques pour prouver que ces messages sont des faux. Elle a aussi réclamé l'historique de recherche de Lorraine pour voir si elle avait cherché comment truquer des messages. Casey m'a dit de ne plus parler à la police sans elle. Lorraine essaie manifestement de tout embrouiller pour brouiller les pistes et semer le doute sur mon implication. Le lendemain matin, Derek Oakridge des services sociaux s'est présenté chez mon ami, où nous étions hébergés. Il devait entendre les 2 garçons séparément dans le cadre de l'enquête officielle. Il s'est montré bienveillant mais très rigoureux dans ses questions. Il a demandé à mon fils de tout raconter depuis le début avec Lorraine, y compris la première fois où elle était entrée dans sa chambre la nuit. Mon fils a expliqué qu'elle attendait que Conrad dorme, puis il a évoqué les menaces qu'elle lui faisait s'il parlait. Derek a tout consigné scrupuleusement et a fait signer chaque page à mon fils. Ensuite, il a interrogé Tommy à part. Le petit était effrayé, mais il a raconté à Derek les moments où Lorraine était venue dans sa chambre et il lui a montré les bleus toujours visibles sur ses jambes. Derek a photographié chaque marque, notant leur taille et leur couleur. Quelque chose clochait sérieusement avec le fait que Lorraine soit restée 10 minutes aux toilettes juste avant l'arrivée de la police. C'est long pour seulement s'absenter. Et la réaction de sa mère, pas encore, et la mention d'une thérapie, me faisait sérieusement douter du nombre d'enfants qui avaient pu subir la même chose. Derek a aussi fait venir une infirmière pour examiner les 2 garçons de façon approfondie. Après les entretiens, il s'est assis avec moi pour m'expliquer la suite. Il mettait en place un dispositif pour que je puisse voir les garçons, mais seulement sous surveillance, le temps de l'enquête.
Je devrais les voir au bureau des services sociaux, en présence d'un travailleur social. C'était humiliant de devoir être surveillée pour voir mon propre fils. Mais je n'ai pas hésité, car leur sécurité passait avant tout. Derek m'a précisé que la procédure pénale contre Lorraine suivrait son cours, quel que soit le résultat de l'enquête me concernant. Les révélations des garçons sont crédibles et cohérentes avec une situation de maltraitance. Les traces physiques sur Tommy confirment leur récit, mais l'avocat de Lorraine cherchera sûrement à exploiter ces faux messages pour faire croire à mon implication, ou, au minimum, à de la négligence. Les jours qui ont suivi ont paru à la fois interminables et fulgurants. Casey a obtenu les relevés de mon opérateur qui prouvaient que je n'avais jamais envoyé ces messages. Les métadonnées montraient qu'ils avaient été fabriqués sur le téléphone de Lorraine, grâce à une application tierce. Elle a aussi découvert que Lorraine avait effectué des recherches en ligne sur la falsification de SMS et sur les applications de spoofing réalistes, la semaine précédant le mariage. L'inspecteur a fini par appeler Casey pour lui annoncer que je n'étais plus considérée comme suspect, mais que je restais un témoin clé. Alors que j'étais encore sur le parking, j'ai reçu un appel d'un numéro militaire. Chandler Birchgrove, du service juridique de l'armée, m'a informé que, suite à l'enquête en cours, ma habilitation de sécurité était désormais en cours de réexamen. Votre congé d'urgence est prolongé, mais vous êtes suspendu à titre administratif, ce qui signifie que vous ne pourrez pas reprendre le service tant que cette affaire ne sera pas résolue. Je suis restée assise dans ma voiture, avec la sensation que ma carrière s'écroulait alors même que mes enfants avaient le plus besoin de moi. Casey m'a rappelé aussitôt après pour m'annoncer qu'elle avait récupéré les copies des fausses captures d'écran que Lorraine avait montrées à la police. Elle les épluchait sur son ordinateur et a tout de suite remarqué que la police d'écriture ne correspondait pas à mon téléphone, que le format de l'horodatage était différent et que certains messages avaient des espacements inhabituels. Elle avait déjà sollicité Corey Sederglin, un expert en détection de fausses preuves numériques, qui arrivait pour tout examiner de près. Entre-temps, Devin Pineshire des services aux victimes m'a appelé pour me dire qu'elle avait obtenu un rendez-vous médical pour Tommy à l'hôpital pédiatrique dans l'après-midi. Je l'y ai conduit moi-même. Mais à notre arrivée en salle d'examen, on m'a prié d'attendre dans le couloir. Tommy paraissait minuscule en entrant avec seulement l'infirmière et le médecin. J'ai arpenté ce couloir pendant 3 heures, scotchant mon téléphone toutes les 5 minutes et tentant de ne pas imaginer ce qu'ils allaient en découvrir. L'infirmière lui a apporté 2 fois des jus de fruits et, à chaque passage, j'apercevais Tommy assis sur la table d'examen, en blouse d'hôpital. Lorsqu'ils ont enfin terminé, Tommy est ressorti, serrant contre lui un ours en peluche qu'on venait de lui offrir, sans oser croiser mon regard. Devin est sorti à son tour avec un épais dossier et m'a indiqué qu'ils avaient retrouvé des éléments en accord avec les déclarations de Tommy. Mon téléphone s'est mis à vibrer tandis que je recevais des messages vocaux de Conrad, furieux de ne pas pouvoir voir Tommy. Les nouvelles mesures de sécurité exigeaient que toutes les visites soient dorénavant encadrées, et il hurlait sur ma messagerie que tout était de ma faute. Premier message, il m'accuse d'avoir monté notre fils contre Lorraine. Deuxième message, il accuse Lorraine d'être une prédatrice. Troisième message, il accuse notre fils d'avoir ruiné son mariage. Au 4e message, il recommençait à m'accuser de ne pas l'avoir averti au sujet de Lorraine, alors que je venais tout juste de l'apprendre. Ses parents appelaient aussi, mais j'ai effacé leurs messages sans même les écouter. Lorraine a payé sa caution le jour même avec l'aide de ses parents, et en quelques heures, son avocat déposait une ordonnance restrictive contre moi. Les documents affirmaient que j'avais manipulé la situation pour obtenir la garde de Tommy et influencé mon fils pour qu'il accuse Lorraine. Elle tentait de se faire passer pour la victime d'une ex-femme jalouse et manipulatrice. Casey m'a dit que c'était typique des prédateurs de retourner l'accusation ainsi. Le lendemain matin, mon fils avait rendez-vous avec la protection de l'enfance, reçu par Derek Oakridge au centre d'accueil pour enfants. Il s'est installé dans cette petite pièce équipée de caméras et a tout raconté à Derek dans les moindres détails. Les dates exactes où il avait parlé de l'abus à son père 3 mois plus tôt, les mots précis de son grand-père qui s'était moqué de lui, la tenue que portait sa tante le jour où elle lui avait dit de ne pas exagérer, jusqu'au programme télé qui passait quand son oncle lui avait dit qu'il devrait être reconnaissant. Derek a tout consigné et dressé une chronologie officielle des adultes informés qui n'avaient rien fait. Le plan de sécurité imposait désormais que mes 2 garçons restent chez mon ami avec moi, mais seulement aux horaires autorisés. On a mis en place une routine étrange. J'arrivais à 7 heures pour les préparer pour l'école, je repartais quand ils montèrent dans le bus, et je revenais à 15 heures quand ils rentraient. Je devais repartir à 20 heures chaque soir, ce qui me brisait le cœur, car c'était précisément le moment où Tommy faisait ses pires cauchemars. Mon ami m'envoyait des messages pour me dire qu'il pleurait en m'appelant, mais il m'était interdit de revenir avant le lendemain matin. On a vécu ainsi des semaines, attendant que les enquêtes et les audiences avancent. Puis, un mail de la conseillère scolaire de Tommy m'a littéralement rendu malade. Elle avait consulté ses dossiers sur 1 an et repéré des changements nets 6 mois auparavant, soit pile à l'arrivée de Lorraine.
Ses notes étaient repassées de A à C et il était passé de 0 absence à 12. Son professeur principal avait noté qu'il s'était replié sur lui-même et ne participait plus en classe. Un autre professeur avait écrit qu'il commençait à s'endormir sur son bureau. La conseillère avait même contacté Conrad à ce sujet, mais il lui avait répondu que Tommy avait simplement besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle belle-mère. Tous ces signaux d'alerte avaient été relevés puis ignorés, alors que ce monstre lui faisait du mal. Casey m'a encore appris autre chose quand la détective l'a appelé à propos d'un mémo vocal retrouvé sur le téléphone de Lorraine. Il s'agissait soi-disant de moi, menaçant de détruire la vie de Lorraine si elle épousait Conrad. La détective l'envoyait pour analyse, mais prévenait déjà qu'il semblait crédible. Casey a exigé d'avoir le fichier original, pas seulement une copie, pour que Corey puisse l'examiner correctement. Corey s'est mis au travail dès la réception du fichier au cabinet de Casey. Il a d'abord vérifié les métadonnées et découvert que le mémo avait été créé seulement 2 jours avant le mariage. Les ondes sonores présentèrent des incohérences, les bruits de fond changèrent brusquement, et il a isolé différentes couches audio pour mettre en évidence des montages. Des mots avaient été découpés et recollés. Les modulations ne correspondaient pas à une voix humaine, et on retrouvait des artefacts numériques typiques d'une voix générée par une IA. Corey a assuré qu'il pourrait prouver devant le tribunal que cet enregistrement était entièrement fabriqué, composé d'au moins 3 sources différentes et d'un logiciel de synthèse vocale. Casey a immédiatement déposé la preuve auprès du tribunal et engagé la procédure pour obtenir les relevés téléphoniques de Lorraine, en expliquant qu'il faudrait au moins 3 semaines pour obtenir les véritables journaux d'appel et métadonnées. Chaque jour d'attente semblait interminable. Je ne dormais presque plus, sachant que Lorraine continuait de colporter des mensonges à mon sujet. Casey me répétait qu'il fallait du temps pour constituer un dossier solide, mais je me sentais sombrer en voyant ma vie partir en morceaux. 2 jours plus tard, Casey m'a transféré un mail confidentiel du père de Lorraine, dans lequel il admettait que Lorraine avait déjà eu un incident avec l'enfant d'un voisin il y a 5 ans. La famille avait ensuite déménagé dans un autre État, et il réclamait une immunité avant de parler davantage. Casey m'a expliqué qu'il faudrait l'accord du procureur pour obtenir ce genre d'arrangement, ce qui prendrait des semaines. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement est arrivée la première, et je croyais enfin qu'on allait nous accorder une vraie protection. Casey a plaidé que je n'avais jamais menacé Lorraine, que je cherchais seulement à protéger mon fils contre des violences. Le juge a à peine jeté un œil à nos preuves avant de prononcer des ordonnances de non-contact pour tout le monde. Selon lui, vu la gravité des accusations de part et d'autre, il préférait jouer la carte de la prudence. J'avais envie de hurler que la vraie prudence, c'est de protéger les enfants, pas leurs agresseurs. Pendant ce temps, Tommy passait des examens à l'hôpital pour enfants. Le médecin a relevé des éléments compatibles avec des violences, mais il s'exprimait avec une prudence médicale qui me donnait la nausée. Toujours des phrases comme « constatation évocatrice de traumatisme » ou « lésion compatible avec le mécanisme rapporté », au lieu de nommer franchement la réalité. Ce rapport devait nous aider, mais j'avais la sensation que personne n'osait dire les choses clairement. Puis Casey a reçu un appel d'un policier qui avait examiné la vidéo de la caméra piéton lors du mariage. Il avait retrouvé un enregistrement audio où l'on entend Lorraine parler à sa mère après que mon fils l'a frappée. Sur la bande, Lorraine dit « Ces photos ne devraient pas compter », avant que sa mère ne l'interrompe. Casey a demandé une copie sur le champ et l'a ajoutée au dossier dans les 2 affaires. Elle m'a expliqué que sa stratégie était de me défendre contre les accusations mensongères, tout en gardant à part le dossier pour l'agression supposée de mon fils. 2 procédures judiciaires, cela faisait 2 fois plus de travail et 2 fois plus de frais. Elle m'a prévenu que ça allait coûter cher et être épuisant, mais que nous n'avions pas d'autre choix. J'avais déjà dépensé 8 000 € et ce n'était qu'un début. Cette même semaine, je recevais une notification officielle de ma hiérarchie militaire. Ma habilitation de sécurité était suspendue le temps de l'enquête. Même si j'étais totalement blanchie, ça signait la fin de toute possibilité d'avancement. 15 ans de service irréprochable réduits à néant par les mensonges d'un prédateur. Mon supérieur m'a appelé personnellement pour me dire qu'il me faisait confiance, mais qu'il n'avait pas le choix. Le protocole exigeait une suspension pour toute accusation concernant des mineurs, quelle que soit la situation. Je suis passée d'un quotidien à entraîner des soldats en Allemagne à me retrouver assise au salon chez une amie, sans travail. Corey, lui, avait fini d'analyser le faux message vocal. Le père de Lorraine, qui subitement avait des informations sur une vieille histoire avec l'enfant d'un voisin, mais exigeait d'abord l'immunité, le timing était plus que louche. Pourquoi ne rien avoir dit dès l'arrestation de sa fille? Pourquoi attendre maintenant? Corey a prouvé que l'enregistrement avait été fabriqué à partir d'au moins 3 sources différentes, montées ensemble. Les traces numériques montraient clairement l'utilisation d'un logiciel de génération vocale par IA et la date de création dans les métadonnées remontait à 2 jours après le moment où Lorraine prétendait que j'avais laissé ce message. Il a rédigé un rapport technique détaillé que Casey pensait pouvoir pulvériser la preuve adverse au tribunal. Mais la justice prenait son temps, et chaque jour qui passait voyait mes enfants sombrer un peu plus. L'ASE a démarré l'évaluation pour un placement de Tommy,
les parents de Conrad minimisant les violences. L'assistante sociale a interrogé la famille pour trouver quelqu'un de fiable, mais a déjà évoqué l'idée d'un accueil familial thérapeutique si personne ne convenait. L'idée que Tommy puisse partir chez des inconnus me rendait malade. La sœur de Conrad a appelé pour dire qu'elle prendrait Tommy, mais seulement si j'avouais avoir menti. Le frère a tenu le même discours. Ils exigeaient tous que je reconnaisse avoir tout inventé avant d'aider. L'assistante sociale leur a expliqué que poser une telle condition montrait bien qu'il n'était pas des solutions adaptées. Elle s'est donc tournée vers la famille élargie de Conrad, mais la plupart vivaient hors de l'État. 3 semaines après le début du cauchemar, Conrad a débarqué chez mon ami, exigeant de voir Tommy. Sarah, mon amie, l'a vu arriver par la fenêtre et a aussitôt appelé la police après avoir verrouillé la porte. J'ai saisi mon téléphone et filmé la scène depuis le salon. Conrad tambourinait à la porte en criant que Tommy était son fils, répétant que le protocole de sécurité était illégal et qu'il avait des droits parentaux. Tommy était caché, en larmes, dans le placard de la chambre, et mon fils tentait de le calmer. Les policiers sont arrivés en moins de 10 minutes, mais Conrad avait déjà donné un coup de pied dans la porte d'entrée, abîmant le cadre. Ils l'ont fait partir, mais ont précisé que sans ordonnance d'éloignement, ils ne pouvaient rien faire de plus. Sarah a dû remplacer la porte et installer des caméras ce jour-là. Casey a déposé en urgence une nouvelle demande d'ordonnance de protection, mais le juge n'allait pas l'examiner avant 1 semaine. Chaque soir, on guettait les voitures ralentir devant la maison, redoutant le retour de Conrad. Tommy s'est remis à faire pipi au lit. Il faisait des cauchemars où Lorraine venait le chercher. Mon fils ne mangeait presque plus. Il avait perdu 5 kilos en 3 semaines. Le stress broyait mes 2 enfants, tandis que la justice avançait à la vitesse d'un escargot. Casey répétait qu'on montait un dossier solide, mais je voyais bien que mes enfants s'effondraient. Les relevés téléphoniques sont enfin tombés, preuve que jamais Lorraine n'avait reçu d'appel de mon numéro. Mais son avocate a aussitôt répliqué que ça ne prouvait rien, car j'aurais pu utiliser un autre téléphone. 2 jours plus tard, le procureur a convoqué une réunion au tribunal pour exposer les options concernant mon fils, pendant que Casey prenait des notes à nos côtés. Il a fait glisser des papiers vers nous, en expliquant que les accusations d'agression pouvaient emmener à la détention en centre pour mineurs, mais qu'un programme de réinsertion était aussi envisageable. Casey s'est penché pour discuter des alternatives psychothérapeutiques, tandis que mon fils restait muet, le visage blême. Le procureur, visiblement pressé, ne cessait de jeter un regard à sa montre, comme s'il avait hâte d'être ailleurs. Casey a insisté pour une prise en charge thérapeutique, plutôt que des poursuites classiques, et, après 40 minutes de discussion, ils ont accepté d'y réfléchir à condition que mon fils rédige un récit écrit des événements. Ce soir-là, mon fils est resté 4 heures assis à la table de la cuisine, écrivant sans relâche tout ce que Lorraine lui avait fait subir. Sa main s'est crispée à 2 reprises, l'obligeant à s'arrêter pour la détendre. Je lui avais préparé un chocolat chaud, mais il n'y a même pas touché. Quand il a enfin posé son stylo, il avait rempli 12 pages recto-verso, détaillant chaque humiliation, chaque geste, chaque menace. Il a raconté comment Lorraine entrait dans sa chambre la nuit, le touchait pendant qu'il feignait de dormir, les photos qu'elle lui faisait prendre, les mots qu'elle lui murmurait. Personne ne te croira. Il a aussi expliqué comment il l'avait surprise avec Tommy et compris que le mariage était sa seule chance de l'arrêter. Rien que de lire tout ça, j'ai dû courir 2 fois à la salle de bain pour vomir, pendant qu'il dormait, épuisé, sur le canapé. Le lendemain matin, nous avons amené Tommy au centre d'accueil pour enfants, où il devait être entendu. De l'extérieur, la bâtisse ressemblait à n'importe quelle maison, des jouets dans la salle d'attente, des dessins colorés au mur. On a emmené Tommy dans une pièce spéciale, avec des caméras, tandis que j'attendais dans le hall, observant les autres parents absorbés par leur téléphone. L'enquêtrice, spécialement formée à parler aux enfants victimes sans aggraver leur traumatisme, s'occupait de lui. À travers la porte, j'entendais Tommy pleurer, malgré ce qu'on disait de l'insonorisation. 2 heures plus tard, il est ressorti, refusant de croiser mon regard. L'enquêtrice a alors pris Casey à part pour lui présenter le compte-rendu préliminaire sur sa tablette. On y voyait que le schéma d'emprise remontait à 6 mois. D'abord de petites transgressions, puis chaque semaine, un peu plus loin. Lorraine répétait à Tommy que c'était leur secret et que s'il parlait, il lui arriverait des ennuis. On mentionnait des ecchymoses à différents stades de guérison, des changements de comportement notés par ses professeurs. Casey a dit qu'avec ce rapport, le dossier pénal se trouvait considérablement renforcé. Dans l'après-midi, le détective m'a reçu dans son bureau. Il m'a strictement déconseillé tout contact avec la famille de Conrad, expliquant que la moindre coordination entre témoins pourrait être interprétée comme une tentative d'influencer la procédure, même pour prendre des nouvelles. Casey a précisé que désormais, toute communication devrait passer par son bureau pour éviter toute suspicion d'ingérence. Elle m'a remis une adresse e-mail dédiée au dossier, qu'elle pouvait surveiller. 2 jours plus tard, Casey a obtenu l'autorisation d'un juge pour l'extraction complète des données du téléphone de Lorraine. L'équipe technique devait récupérer les fichiers supprimés et repérer les applications cachées pour faire éclater la vérité sur ces faux messages.
L'avocate de Lorraine s'est débattue pendant une semaine, plaidant la violation de la vie privée, mais le juge nous a donné raison. L'opérateur a fini par envoyer l'historique complet de mes appels et SMS sur un an. Casey a étalé tous les relevés sur la table de réunion, surlignant au feutre jaune les dates clés. Aucun message envoyé au numéro de Lorraine au moment où elle prétendait avoir été menacée. Casey a alors affirmé « Voilà enfin une première vraie preuve qu'elle ment ». Elle a déposé la pièce au tribunal le jour même, pendant que je grignotais des biscuits mous du distributeur dans son bureau. Le lendemain matin, Corey a appelé, visiblement excité par ce qu'il venait de découvrir sur le téléphone de Lorraine. Dans un dossier de calculatrice, il avait mis la main sur une application de spoofing installée à 23h47, le soir du mariage, pile au moment où Lorraine s'était enfermée dans la salle de bain après notre appel à la police. Cette appli pouvait générer de faux messages avec n'importe quel numéro et rendre tout ça crédible sur des captures d'écran. Corey a envoyé son rapport technique avec la date d'installation et l'historique de l'application. Casey a transmis le tout au procureur, qui a rappelé dans l'heure. Il expliquait qu'avec toutes ces preuves, il n'envisageait plus vraiment de retenir des charges contre moi, mais qu'il ne fermerait pas officiellement l'enquête. Question de précaution juridique. Casey a relativisé, expliquant que c'était une stratégie classique et que je ne devais pas m'en faire. Mais évidemment, je n'arrivais pas à dormir pour autant. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, inondé de notifications de numéros inconnus. Quelqu'un avait fait fuiter l'affaire en ligne, balançant mon nom et ma photo sur les réseaux sociaux. Au début, les messages semblaient compatissants, des inconnus m'écrivaient qu'ils me soutenaient, mais le ton a rapidement tourné. En quelques heures, ma boîte vocale s'est remplie de menaces de mort. Certains avaient retrouvé mon adresse mail pro, m'envoyèrent des descriptions insoutenables de ce qu'ils voulaient me faire. D'autres ont même publié l'adresse de mon ami, là où on logeait, en annonçant leur intention de venir incendier la maison. Casey m'a aidé à tout capturer et à porter plainte à la police, pendant qu'on installait des caméras de sécurité chez mon ami. Le harcèlement est devenu si violent que j'ai dû changer 2 fois de numéro en une semaine. Les enfants de mon ami avaient peur d'aller à l'école. Des voitures passaient lentement devant la maison, prenant des photos. Casey a fait appel à une société de sécurité privée pour patrouiller dans le quartier et nous accompagner lors des convocations au tribunal. En ligne, la foule avait déjà rendu son verdict. J'étais coupable, sans rien savoir de l'affaire. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de Fen, une écriture tremblante, disant qu'elle regrettait de ne pas avoir cru mon fils. Potter a envoyé un message pour dire qu'il ne prenait pas parti, mais qu'il lui fallait prendre du recul face à tout ça. Quant aux parents de Conrad, ils ont soudain cessé de répondre. Silence total, comme si on n'existait plus. La famille volait en éclats, chacun choisissant sa façon d'encaisser la culpabilité. Cette même semaine, les services sociaux se sont pointés chez mon ami, avec des documents sur le placement de Tommy. Ils ont expliqué qu'il devait rester en famille d'accueil thérapeutique et que la famille de mon ami, grâce à leur formation, remplissait tous les critères. Tommy pouvait donc rester là où il se sentait en sécurité, tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté. L'assistante sociale avait même apporté des jouets et des livres pour qu'il se sente chez lui. Les enfants de mon ami étaient très attentionnés avec lui et lui apprenaient à jouer aux cartes. 2 semaines s'étaient écoulées quand l'avocate de Lorraine a finalement déposé une demande pour faire exclure les photos de mon fils des éléments de preuve, avançant qu'elles avaient été obtenues de façon illégale et ne pouvaient donc pas être retenues au tribunal. Ce dépôt impliquait que mon fils allait peut-être devoir s'expliquer sur la façon dont il avait mis la main sur ces photos. Casey s'est lancé aussitôt dans la préparation de sa défense pour tenter de faire valider les preuves. L'audience a été fixée au mois suivant avec une convocation générale. Pendant ce temps, mon fils a dû comparaître devant le tribunal pour mineurs suite aux accusations d'agression. Le juge a examiné l'ensemble du dossier et lui a proposé d'intégrer un programme de réinsertion plutôt qu'une procédure classique. Il devait suivre 2 séances de thérapie par semaine et accomplir 60 heures de travaux d'intérêt général dans un refuge pour animaux. S'il remplissait toutes ces conditions, son casier judiciaire resterait vierge. Mon fils a accepté d'un signe de tête et a signé les papiers sans prononcer un mot. Cette même semaine, l'armée m'a contacté à propos d'une commission administrative, m'expliquant que la mauvaise publicité autour de l'affaire portait atteinte au moral de l'unité et à la sécurité de la base. Ma habilitation de sécurité était en cours de réexamen et mon congé humanitaire, remis en question. Je ne comprends pas pourquoi Lorraine a attendu de se retrouver enfermée dans la salle de bain pour installer cette application de piratage. Ce timing me paraît vraiment trop opportun, comme si elle avait déjà prévu un plan de secours au cas où son mariage tournerait mal. J'ai dû fournir une montagne de justificatifs pour expliquer la situation. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard, avec ma carrière suspendue à la décision. Le jour de l'audience sur la recevabilité des preuves, le juge n'a cessé de demander à l'avocate de Lorraine de s'expliquer sur les incohérences techniques des fichiers téléphoniques à charge contre moi. Corey avait mis au jour des horodatages incohérents et des métadonnées prouvant que certains fichiers avaient été créés après le passage de Lorraine dans la salle de bain. L'avocate bredouillait, tentant tant bien que mal de justifier ses contradictions. Le juge, le visage fermé,
prenait scrupuleusement des notes, tandis que Lorraine, nerveuse, se triturait le visage, même si ses hématomes avaient disparu. Après 3 heures de débat, le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision sous 15 jours. Les services sociaux, eux, avaient terminé leur enquête et conclu officiellement que Lorraine avait maltraité les 2 garçons. Conrad a aussi été reconnu coupable de ne pas avoir protégé ses enfants contre un danger connu et s'est vu imposer des cours de parentalité hebdomadaires pendant 6 mois. Le plan de protection a été prolongé pour 6 mois encore, assorti de visites surprises au domicile. Conrad a commencé à suivre les cours obligatoires sans protester, s'installant toujours au fond de la salle, prenant des notes, posant des questions sur les signaux d'alerte qu'il n'avait pas vus. Petit à petit, sa colère se détournait de nous pour se concentrer sur Lorraine. À mesure que de nouvelles preuves émergeaient, il s'est remis à envoyer de courts emails pour prendre des nouvelles de Tommy. Un matin, j'ai découvert une avalanche de messages Facebook venimeux provenant de comptes inconnus, tous truffés de détails que seule Lorraine aurait pu connaître. Casey a tout archivé et remonté les adresses IP jusqu'à l'immeuble de Lorraine. Nous avons porté plainte pour non-respect de l'ordonnance d'éloignement, puisqu'elle continuait à nous joindre par l'intermédiaire de ses amis. Un juge a convoqué une audience d'urgence pour envisager la révocation de sa liberté sous caution. Lorraine s'est présentée avec un nouvel avocat qui a plaidé qu'elle ne pouvait pas contrôler des tiers. Mais Casey détenait la preuve que Lorraine s'était elle-même connectée à ses faux comptes. Mon fils a commencé une thérapie pour surmonter son traumatisme, mais il n'a pas prononcé un mot lors des 3 premières séances, se contentant de dessiner des oiseaux et des arbres pendant que la thérapeute patientait dans le silence. À la 4e séance, il a fini par lâcher qu'il se sentait sale en permanence. La thérapeute lui a donné un savon spécial à utiliser quand ce sentiment devenait insupportable. Semaine après semaine, il s'est mis à ajouter quelques mots sur son expérience, même s'il s'interrompait souvent pour retourner à ses dessins d'oiseaux. La thérapeute disait que c'était normal, que la guérison prendrait du temps. De son côté, Tommy avançait bien dans sa propre thérapie. Il utilisait des poupées pour montrer ce qu'il avait subi, et tout était consigné dans le dossier pénal. La famille de mon ami s'est montrée formidable avec lui, et il retrouvait peu à peu le sourire. La commission militaire a fini par examiner l'ensemble de mes justificatifs ainsi que le témoignage de Casey sur les accusations mensongères. Mon congé humanitaire a été renouvelé, mais à mon retour, j'ai été affectée à un poste administratif. Mon habilitation de sécurité a été maintenue, avec un nouveau réexamen prévu dans 6 mois. Les parents de Conrad ont finalement envoyé un mail pour dire qu'ils avaient besoin de temps pour encaisser tout ça, reconnaissant qu'ils auraient dû écouter mon fils dès le début. Potter a recommencé à envoyer des messages pour prendre des nouvelles des garçons. Fenn, lui, a envoyé des cartes cadeaux pour les vêtements et les jouets, mais n'a pas encore eu la force de venir nous voir. La famille cherchait lentement comment avancer, malgré la culpabilité. 3 jours plus tard, l'école m'a appelé pour organiser le retour de mon fils. Nous nous sommes retrouvés autour d'une table avec le directeur, 2 conseillères et la responsable de l'inclusion. On m'a parlé sans arrêt d'approches adaptées au traumatisme et d'emploi du temps allégé pendant que je remplissais des tas de papiers. Mon fils allait reprendre à mi-temps puis, progressivement, revenir à temps plein sur 6 semaines. Une conseillère le verrait chaque matin et chaque après-midi. Il disposerait de temps supplémentaire pour les contrôles et pourrait quitter la classe s'il se sentait dépassé. Le principal m'a assuré que tout resterait confidentiel, mais je savais bien qu'en croisant les enseignants qui chuchotèrent dans les couloirs, la discrétion n'était qu'une illusion. Ce même après-midi, en consultant mes emails, j'ai vu que la liste des promotions était enfin affichée. Pendant un long moment, j'ai fait défiler les noms de 15 ans de collègues. Le mien n'y figurait pas. Mon supérieur m'avait pourtant prévenu, mais le voir noir sur blanc m'a coupé le souffle. Toutes ces missions, toutes ces évaluations exemplaires, réduites à néant à cause d'un seul épisode dont je n'étais même pas responsable. J'ai refermé mon ordinateur en essayant d'ignorer le poids des points de retraite qui ne viendraient jamais. 2 jours après, je recevais une lettre recommandée de l'avocat de la famille de Lorraine. Ils ont essayé de nous imposer des accords de confidentialité, brandissant la menace d'un procès pour diffamation à hauteur de 2 millions de dollars. Leur lettre affirmait que nous avions porté atteinte à la réputation de Lorraine avec de fausses accusations. J'ai aussitôt appelé Casey, l'avocate recommandée par mon amie. En écoutant le contenu de la lettre, elle a éclaté de rire. Il panique, c'est évident. On s'est retrouvés dans un café le jour même. Elle est arrivée chargée de dossiers, déjà en possession du casier judiciaire de Lorraine et des rapports de la protection de l'enfance. Hors de question qu'on signe quoi que ce soit qui réduirait ces garçons au silence, a-t-elle déclaré. Je la regardais surligner certains passages de l'accord qu'il proposait. Regardez cette clause. Ils veulent interdire aux garçons d'évoquer les abus, même en thérapie. Elle a rayé tout un pan de leur proposition d'un geste ferme. Toute la semaine, Casey a bataillé avec leurs avocats. Ils sont montés crescendo. 50 000 $ pour tout laisser tomber, puis 100 000, puis 200 000. À chaque fois, Casey leur répondait invariablement « Mes clients veulent la justice, pas de l'argent ». Leur avocat s'est énervé, nous menaçant de frais de justice exorbitants. Casey n'a pas scié.
Allez-y, je travaille au résultat, surtout pour ce genre d'affaires. Elle a fait glisser sa contre-proposition de l'autre côté de la table. Poursuite pénale maintenue, pas d'accord de confidentialité, aucun échange d'argent. L'avocat est devenu rouge de colère, mais il a tout de même pris les documents. Parallèlement, le procureur m'a appelé pour me donner des nouvelles du dossier Lorraine. On lui propose 18 mois si elle plaide coupable pour coups et blessures. J'ai eu un haut le cœur. Un simple délit? Elle a agressé 2 enfants. Le procureur, visiblement fatigué, m'a expliqué que l'avocat de Lorraine usait de toutes les ficelles pour faire invalider des éléments du dossier. Il voulait écarter les photos de mon fils sous prétexte qu'elles auraient été obtenues illégalement et affirmait que le témoignage de Tommy n'était pas fiable. Rien n'était épargné pour gagner du temps. Le procès n'aura pas lieu avant au moins 8 mois, a-t-il ajouté. Les tribunaux sont saturés. 8 mois d'attente, de factures d'avocats qui s'empilent, et mon fils qui doit ressasser tout ça. Ce soir-là, vers 23h, Tommy m'a appelé d'une petite voix. Je n'arrive pas à dormir. Elle est dans mes cauchemars. Je l'ai entendue pleurer, alors je l'ai guidée à travers les exercices de respiration que sa thérapeute lui avait enseignés. Inspirer 4 secondes, bloquer, expirer et recommencer. On a continué ensemble jusqu'à ce qu'il s'apaise. Conrad a pris le relais au téléphone, l'air épuisé. C'est comme ça tous les soirs maintenant. Il refuse de dormir seul. Dès le lendemain matin, j'ai contacté la thérapeute de Tommy pour une séance en urgence, qu'elle a pu organiser dans la journée. 3 semaines ont passé avant la comparution de mon fils devant le juge des mineurs. Celui-ci a examiné son assiduité en thérapie, les rapports de la conseillère, et constaté qu'il n'avait manqué aucune séance. Le programme de réparation a été validé. 100 heures de bénévolat au refuge pour animaux, une thérapie hebdomadaire pendant 1 an, des rendez-vous mensuels avec un éducateur, et l'interdiction totale de contact avec Lorraine ou sa famille. Mon fils a accepté chaque condition. Le juge lui a rappelé que c'était sa chance d'éviter un casier. Ce week-end-là, il a commencé le bénévolat. Le voir nettoyer les box et promener les chiens, impossible de deviner ce par quoi il était passé, les animaux l'ont adopté sans hésiter. Le lendemain matin, Casey m'a appelé, ravi, j'ai demandé l'accès aux anciens dossiers thérapeutiques de Lorraine. Sa famille s'est opposée, brandissant la vie privée, mais Casey avait déniché une jurisprudence sur les comportements répétés dans les affaires d'abus, et le juge nous a donné raison. Les dossiers de son ancienne thérapeute dans le Michigan allaient nous être transmis. Casey ne cachait pas son excitation. On découvrira peut-être d'autres victimes. 15 jours plus tard, on serait fixé. Le même jour, j'ai été convoquée dans le bureau de mon supérieur. La sanction officielle m'attendait, comportement inapproprié, pour avoir terni l'image de l'unité. C'était le moins grave qu'il ait pu obtenir, mais j'ai tout de même eu l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Mon supérieur, gêné, m'a dit « Je me suis battue pour toi. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Cette sanction resterait dans mon dossier à vie. N'importe quelle commission la verrait. Ma carrière militaire était brisée, même si je restais en poste. Je suis sortie de son bureau, consciente que toute promotion était désormais hors de portée. Les jours suivants ont filé entre rendez-vous juridiques, séances chez la psy et réunions à l'école. Chaque avancée semblait nous faire reculer, mais nous n'avions pas le choix. Il fallait continuer pour les garçons, pour qu'ils retrouvent un semblant de vie normale, même si cela rimait désormais avec psychologues, tribunaux et nuits sans sommeil. 3 semaines plus tard, Conrad a commencé sa propre thérapie, comme l'exigeait l'accord de garde avec la protection de l'enfance. J'ai reçu le compte-rendu par mon avocate. Il avait confié à sa thérapeute avoir remarqué, des mois avant le mariage, que Lorraine était trop proche des garçons, la main qui traîne un peu trop sur l'épaule de mon fils, ou une proximité étrange lors des soirées films. La thérapeute a tout consigné et transmis à la protection de l'enfance, comme prévu. La semaine suivante, les parents de Lorraine se sont présentés au cabinet de mon avocate, accompagnés de leur propre avocat et d'un chèque. Ils voulaient mettre un terme à la plainte civile de Tommy, discrètement, sans procédure officielle susceptible de faire les gros titres. L'accord garantissait la prise en charge intégrale de la thérapie de Tommy jusqu'à ses 21 ans, sans aucune limite de séance. Leur avocat a exigé notre silence complet sur le montant versé. L'avocate de Lorraine, balbutiant des justifications sur des soi-disant preuves téléphoniques, tout en se triturant le visage, donnait vraiment l'impression de jouer la comédie pour émouvoir le juge à l'audience. Mon fils a repris le chemin de l'école avec un plan de sécurité élaboré avec la conseillère. Dans les couloirs, les enfants chuchotaient sur son passage, certains l'évitaient même à la cantine. On répétait les exercices de respiration dans la voiture avant d'entrer, mais certains matins, il restait figé, tremblant de tout son corps. Il ne me restait plus qu'à appeler l'école pour le signaler absent, et on remettait ça au lendemain. La procureure m'a convoqué pour me montrer ce qu'ils avaient découvert dans les dossiers thérapeutiques scellés de Lorraine. 3 autres enfants avaient déjà signalé des faits par le passé, des révélations qui avaient été étouffées par différents thérapeutes. Elle a immédiatement retiré la proposition de négociation et annoncé qu'ils allaient ajouter des chefs d'accusation pour chaque victime précédente. Casey m'a installé dans son bureau, un café à la main, pour m'aider à me préparer à ce qui nous attendait. L'avocate de la défense de Lorraine,
comptait remettre en question tout ce qui concernait mon passé militaire et la manière dont j'avais élevé mon fils. On a alors commencé des simulations où Casey me bombardait de questions, comme si j'étais à la barre des témoins. Elle me faisait répondre encore et encore aux mêmes interrogations, jusqu'à ce que j'arrive à garder mon calme, peu importe ce qu'elle me demandait. La famille d'accueil de Tommy envoyait des nouvelles par l'ASE, expliquant qu'il allait un peu mieux chaque semaine. Il avait besoin de 2 séances de thérapie par semaine et faisait encore des cauchemars, mais ils étaient bien décidés à le garder auprès d'eux. Ils ont confié à l'assistante sociale qu'ils seraient prêts à l'adopter si les droits parentaux de Conrad étaient définitivement révoqués. Mon fils, de son côté, a commencé son travail d'intérêt général dans un centre d'accueil pour victimes de violences conjugales en centre-ville. Il aidait à trier les dons et à nettoyer la salle de jeu où les enfants patientaient pendant que leur mère était reçue par les conseillères. D'après la responsable, travailler là-bas semblait lui ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'était pas seul à avoir vécu tout ça. Voir d'autres enfants en reconstruction lui redonnait un peu d'espoir, l'idée qu'il pourrait lui aussi s'en sortir. Je me retrouvais souvent, une fois les garçons couchés, assise à ma table de cuisine, entourée de piles de papier, les factures d'honoraires de Casey qui grignotaient mes économies, les emplois du temps de thérapie des 2 garçons, les dates d'audience entourées sur le calendrier et des comptes rendus de l'ASE éparpillés partout. L'affaire allait encore traîner des mois, entre dépositions, audiences et expertises. Mais ce soir, mon fils dormait dans son lit, au bout du couloir, et non dans un centre de détention pour mineurs. Tommy, lui, était en sécurité auprès de personnes qui veillaient sur lui, et non dans une maison où personne ne le croyait. Il fallait que ça me suffise en attendant que la justice fasse son travail, car pour l'instant, c'était tout ce que nous avions. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ça permet vraiment de voir les choses différemment. On se revoit bientôt. Et si vous avez lu jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.